Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La ville de Riyad a été établie sur les décombres de la ville de Hajr. C'est pourquoi l'histoire de ces deux villes est la même. Hajr était la capitale de la région Al-Yamama, la région qui englobe aujourd'hui Al-Harid, Suder, Al-Mimal, Al-Shaïb, Al-Varm, Al-Rarj, Al-Furt avec Al-Outa et Al-Harik ainsi qu'Al-Taflaj. La recherche sur Hajr nécessite de faire des recherches sur l'histoire des habitants de cette région, qui ont fait de la ville le siège de leur pouvoir. Malheureusement, les sources écrites qui nous sont connues ne contiennent pas d'informations convaincantes, détaillées et fiables sur la vie qui était la leur. En réalité, elles ne fournissent aux chercheurs que des informations éparpillées, lacunaires et contradictoires. Aucun vestige n'est là pour mettre en relief les aspects historiques, ou tracer une voie claire aux historiens. Car jusqu'à présent, il n'y a pas eu de fouilles archéologiques, et on peut supposer qu'on n'en trouvera pas qui soient visibles à l'œil nu puisque dans ce cas, ils ne seraient pas restés ignorés. Les vestiges qui subsistent. Ceux qui nous ont précédés ont laissé des traces. Si ces traces avaient subsisté, elles pourraient nous éclairer sur des aspects historiques qui nous échappent par rapport à ce pays. Or tel n'est pas le cas, et les anciens pour écrire l'histoire ont eu recours à l'imagination et ont cédé à l'exagération. À Sadou, anciennement connu sous le nom d'Al-Kouraïa, c'est-à-dire le petit village, il y eut un fort en pierre de taille qu'on attribuait à Salomon. Car on avait l'habitude d'attribuer à celui-ci toute chose extraordinaire et bien faite, comme s'il fût un djinn, objet de superstition, selon les vers du poète Al-Mahari. Les maîtres de l'éloquence, à chaque fois, voyant une belle chose, l'attribuent au djinn. De ce fort, il restait jusqu'au début du siècle un bâtiment qui se dressait tel un phare, avec des inscriptions gravées dans la pierre. Quand les habitants du village ont vu des touristes se diriger vers cet endroit pour le visiter, ils l'ont détruit par aversion pour les étrangers. Les historiens racontent que jusqu'au IVe siècle de l'Hégire, il restait des traces de bâtiments de la tribu des Tasmes. Les choses étant ce qu'elles sont, le chercheur n'a d'autre choix que de recourir aux textes connus, bien qu'ils soient altérés par des exagérations et faussés par un excès d'imagination. Ils ne peuvent rendre justice à notre sujet, en termes de rigueur, mais ils sont la seule chose dont le chercheur peut se saisir pour étudier l'histoire de cette ville. La ville de Hajr. Le sens du mot Hajr. Selon les historiens anciens, le nom Hajr remonte à Obaïd ibn Talaba al-Hanafi. Quand celui-ci vint à Al-Yamama, il y trouva les forts et les jardins abandonnés, suite au déclin de la tribu Tasm et à la dispersion des habitants qui eurent fini par se fondre dans d'autres tribus. Aussi il en borna 30 forts et 30 jardins, appelant ceux-ci son bornage, c'est-à-dire Hajira ou Hajr. Or, cette ville existait avant que les Banu Hanifa ne s'y installassent, à l'époque des Tasm. Elle s'appelait alors Kadra Hajr, vers de Hajr. Or, le mot Hajr, en sachant que le H et le H sont deux lettres très proches et souvent interchangeables, veut dire village pour les Arabes Katani. Comme l'a dit Al-Hamdani. Al-Hajr, le village dans la langue himayorite et dans celle des Arabes Katani. Voir Al-Tajr d'Al-Bahrain, Al-Tajr de Najrun et Al-Tajr de Jazan. L'emplacement de la ville de Hajr. De ce que nous disent les anciens, on comprend que la ville de Hajr était composée de forts, constituant autant de lieux séparés les uns des autres par des jardins, le long des flancs du Wadi al-Woutre, du nord au sud, et entre celui-ci et le Wadi al-Yerdeh. Toujours selon les anciens, Obaïd ibn Talaba al-Hanafi s'installa à Al-Chat quand il arriva à Hajr. Al-Chat était un village appartenant à Hajr et qui était situé près de là, entre les Wadis al-Woutre et al-Yerdeh. Il y avait une place forte, Mutak, dans laquelle il se retrancha. Le Wadi al-Woutre est aujourd'hui connu sous le nom d'Al-Bata. Il coupe la ville de Riyad, comme dans le passé celle de Hajr, du nord au sud, tandis que le Wadi al-Yerdeh est aujourd'hui connu comme Wadi Hanifa ou encore Wadi al-Batin. La ville de Hajr était située entre ces deux wadis, sur les flancs du Wadi al-Bata à l'est et à l'ouest, ainsi que le long de celui-ci, dans les collines en contrebas des montagnes rocheuses, suffisamment haut pour être à l'abri du courant en cas de forte pluie, parmi la montagne anciennement connue sous le nom d'Al-Kourba, aujourd'hui Abou Makrouk, jusqu'à l'endroit où le wadi s'élargit avant de rejoindre celui d'Al-Yerdeh.
De l'histoire ancienne de Hajr. La première fois que le nom de Hajr apparaît dans les sources historiques, il est accompagné de celui de la tribu des Tasmes. Dans son livre Sifat Jazira al-Arab, Al-Hamdani écrit: Al-Qadra est le vers de Hajr, sur lequel Obaïd ibn Talaba ibn al-Douval était tombé par hasard, sans participation de personne. C'était le lieu du pouvoir des Tasmes et des Djadis. Il y avait leurs vestiges et leurs places fortes, ainsi que leurs tours de garde, qui sont carrés comme des minarets, en briques et s'élançant vers le ciel. Comme l'a dit Abu Malek, certains étaient d'une hauteur de 200 coudes. Et on a dit qu'il y en avait de 500 coudes. Du haut de l'un d'eux, Zarqa al-Yamama a vu ceux qui venaient de Huayyan, de Ra'al-Dé à accent circonflexe M cheminant pendant 2 jours et 2 nuits. Les Djadis vivaient à Al-Kidrima et les Tasmes à Al-Qadra. Ainsi, les anciens nous apprennent que les Tasmes étaient une tribu sédentaire qui avait colonisé les 2 wadis d'Al-Woutre et d'Al-Irdh, ainsi que les lieux à proximité. Ils y avaient fait jaillir des sources et érigé de nombreuses places fortes pour protéger la culture des jardins. L'abondance de l'eau dans les 2 wadis. Par le passé, l'eau fut abondante dans les 2 wadis, et tout le pays d'Al-Yamama était un pays des plus fertiles et des plus riches en eau, en agriculture et en dattier. Hajr s'abreuvait à des sources. Quand on chemine vers Manfoua sur le côté oriental du Wadi al-Bata, en direction de Riyad, on y voit une série de trous creusés dans le sol, jusqu'à un jardin situé au nord de Manfoua, à l'embouchure du Wadi, et qui s'appelle maintenant Al-Kidrima. On a compté une fois plus de 30 trous, qui suivent le cours souterrain d'une ancienne source. Les anciennes sources. Ibn al-Faqih, dans son Muqtasir Kitab al-Buldan, dit: les sources d'Al-Yamama sont nombreuses, dont une qu'on appelle Al-Qadra. Et une qu'on appelle Al-Ashygrekt. Et la source de Bajou, appelée Al-Ajra, qui coule d'une montagne appelée Al-Dé à accent circonflexe M, mais dont l'eau est mauvaise. À Al-Majaza, il y a 2 cours d'eau. En bas, celui dit C'est Al-Rameur, et en haut où il y a le village d'Inam, celui dit Sénam. Ces sources et cours d'eau cités par Ibn al-Faqih se situent à Al-Rarj, à Al-Karik et dans le wadi de Outa Banu Tamim, à part Al-Qadra et Al-Ashygrekt. Les places fortes d'Al-Yamama. On connaissait un certain nombre de places fortes construites à Hajr par la tribu des Tasmes, dont Battle Hajr qui est, selon la description qui en a été faite par Ibn al-Faqih, un fort qui fut une de leurs bâtisses les plus extraordinaires. Mutak, le fort dans lequel s'était retranché Obaïd ibn Talaba al-Hanafi après s'être emparé de Hajr, est parmi les forts les plus connus d'Al-Yamama. Il était situé sur une butte qui dominait les 2 wadis, à Al-Chat, un des villages de Hajr. Dans son livre Fut al-Buldan, al-Baladouri explique ce nom. Le fort Mutak a été nommé ainsi pour son caractère de forteresse, car celui qui s'y réfugie est à l'abri de son ennemi. Or Yaqut al-Amawi, dans le vers d'un de ses poèmes, l'écrit autrement avec un N, c'est-à-dire Mounak et non pas Mutak, en sachant que Shumu était également un de leurs forts. Les postes d'observation de Shumu et Mounak, à une de nos citadelles, font que tu ne seras ni soumis ni vaincu. De même, pour Al-Tarmaliya, comme il est dit dans Muqtasir Kitab al-Buldan d'Ibn al-Faqih. Les vestiges de ces forts restèrent connus jusqu'à l'aube de l'islam. Au début du IVe siècle de l'Hégire encore, Abu Malek Ahmed ibn Mohamed ibn Sal ibn Sabah al-Yashkouri en vit des restes. À quelle époque vivait la tribu des Tasm? Les historiens comptent les Tasmes et les Djadis parmi les Arabes Qatanites dont la descendance s'est éteinte. Ils les rapprochent de la tribu des Tamou. Les 3 tribus remontent au même ancêtre, qui est Sem ibn Noé. Ils disent Tamou, Tasm et Djadi sont les fils d'Hiram ibn Sem. D'autres estiment que les Tasmes sont affiliés à l'Awid ibn Sem, en disant qu'ils sont plus anciens que les Djadis. Ces différents points de vue n'ont d'intérêt que pour indiquer que les 3 vivaient à des époques proches. L'histoire des Tamou est plus connue que celle des Tasmes, parce qu'elle est mentionnée dans le Coran et qu'il subsiste des vestiges tamoudéens à Hajr, proches d'Al-Ula. Il n'en reste pas moins qu'on ne sait toujours pas dater leur époque. Leur nom apparaît dans l'ensemble des régions conquises par le roi assyrien Sargon en 715 avant l'ère chrétienne. Ils sont également mentionnés dans les livres grecs du 1er siècle de l'ère chrétienne et après. C'est ce que rappelle le professeur Jurji Zaidan,
qui constate que les inscriptions à Hajr ne sont pas en langue tamouéenne mais araméenne, différente de l'écriture al-Musnad utilisée par les Sud-Arabiques. Or, à supposer que les Tamoudéens fissent partie des Arabes catanites, ce qu'affirment les anciens, leur écriture aurait dû être al-Musnad. Or, Jurji Zaidan a par ailleurs trouvé d'autres inscriptions à Al-Ula, en écriture al-Musnad cette fois-ci, dont des noms de rois lianiques. De même, il rappelle que selon certains orientalistes, les lianites mentionnés dans ces inscriptions sont des descendants des Tamoudéens. Al-Hamdani cite le vieux Zabor, selon lequel les tribus de Tasm et de Djadi descendent des Katani. Les Tasm vivaient dans et autour des deux wadis Al-Irdh et Al-Woutre, mais leur pouvoir s'étendait sur tout le pays d'Al-Haroud, c'est-à-dire Al-Yamama et Al-Bahrain. Parmi leurs vestiges dans Al-Assa, il y avait le fort Al-Mouchakar avec la tribu Djadi qui vivait à côté dans Djobeliou d'Al-Yamama, c'est-à-dire Al-Rarj et ses environs. Comment les deux tribus sont allées à leur perte? Les sources qui nous sont parvenues au sujet des Tasm et des Djadi ne sont pas assez nombreuses pour fonder une recherche historique. Certes, Al-Firi nous indique que deux éminents savants du IIe et IIIe siècle de l'Hégire, Hicham ibn al-Kalbi et Abu al-Bakhtari Wahb ibn Wahb al-Qurachi, ont chacun écrit un livre. Mais aucun des deux ne nous est pas parvenu. Ce que les historiens nous disent sur les raisons de leur déroute s'apparente davantage au mythe qu'à la réalité, mais ne manque pas de charme. Les livres d'histoire le racontent, et c'est suffisamment connu pour qu'on n'ait pas besoin de le raconter en détail à notre tour. Contentons de le résumer. Les Djadi étaient dominés par les Tasm, et le roi des Tasm ne reculait devant rien pour les opprimer et pour les humilier. Au point d'ordonner qu'aucune femme des Djadi ne pût se marier, avant que lui-même ne l'eût possédée. Mais une femme des Djadi fit appel à l'orgueil des hommes de sa tribu. Et alors qu'ils étaient moins nombreux et plus faibles, ils décidèrent d'agir. Ils adoptèrent un stratagème consistant à enfouir leurs épées et leurs armes dans le sable, puis à inviter le roi des Tasm et son entourage à un repas en son honneur. Quand il arriva avec ses soldats, les Djadi l'attaquèrent avec leurs armes pour le tuer. Les Tasm appelèrent alors le roi du Yémen à l'aide, et celui-ci envahit le Nejdj et infligea aux Djadi une terrible défaite à Al-Rarj, dévastant leur pays et détruisant leur fort. Zarqa d'Al-Yamama, une femme des Tasm, était mariée à un homme des Djadi. Elle avait le regard perçant, et on racontait des histoires extraordinaires à son sujet. Elle alerta les Djadi quand elle aperçut les envahisseurs, qui étaient encore loin. Mais on n'accorda pas de crédit à ses paroles, et ainsi, le lendemain au matin, ils furent pris par surprise et anéantis par les envahisseurs. Zarqa aussi fut tué. Et comme son nom était Zarqa al-Yamama, toute la région fut appelée d'après son nom. C'est ce que nous disent les anciens. Ceux-ci relatent longuement son histoire, l'émaillant de nombreux poèmes qu'ils mettent dans la bouche des Djadi. En réalité, il s'agit de vers composés longtemps après par les chroniqueurs, à partir du moment où l'on commençait à écrire l'histoire, au IIe siècle de l'Hégire. Toutefois, le plus ancien de ces poèmes est celui du poète Al-Aasha, originaire de cette contrée et plus précisément de Manfoua. Aucune femme n'a eu une vue pareille à la sienne. Pour voir la vérité, comme le devin Al-Dibi, qui dit juste dans sa prose versifiée. Elle a tourné les yeux alors qu'un nuage s'élevait sur Ra al-Kalb. Et elle a dit « Je vois un homme qui se tient l'épaule ou qui ajuste sa sandale. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.